Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est un peu tôt, ben, peut-être que c'est pour ça aussi là, qu'on a un petit délai. Euh, Merci beaucoup. Euh, on vous présente aujourd'hui une fin de présentation. Enfin, je me présente, tiens, Mercedes Robert, je suis coordonnatrice de la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Et Jacinthe se présente. Bonjour, Jacette Messier. Je suis responsable de la mobilisation et des communications à la table des regroupements. Et la table est l'organisation qui a initié la coalition Mon OSBL n'est pas un lobby et qui continue d'en avoir de leadership, quoi. C'est la table qui invite, que lorsqu'il y a à des rencontres, l'ensemble des membres. Ben, les membres, la coalition, c'est une instance très informelle, mais qui, depuis 2014, a réuni euh, autour de 150 organisations différentes, des organisations qui n'avaient pas nécessairement des habitudes de travail ensemble, qui se réunissaient sur la base d'un point commun, être un OSBL. On se réunit souvent dans le communautaire sur la base de notre nature communautaire, communautaire autonome ou dans un domaine en particulier. Mais là, c'était l'ensemble des OSBL parce que c'est à partir de ce statut-là que le commissaire au lobbyisme et certains ministres ont voulu, tentent encore, de nous assujettir à la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, sur la base de notre statut d'OSBL. Alors on s'est dit, ben, on va se réunir sur cette base-là. Et depuis 2014, on a fait différentes interventions dont une dont on peut être fier. En 2007-2008, le gouvernement avait déposé un projet de loi, le projet de loi 56, qui visait nommément ça, à inclure tous les OSBL à la loi. Alors que présentement, on est exclu, dans la très, très grande majorité d'entre nous, par un règlement, je vous en parlerai tantôt. Mais donc, en 2007-2008, on a fait des interventions en quantité des mémoires et on a convaincu le gouvernement que le gouvernement a vu que c'était pas une bonne idée, ce qui fait qu'il a laissé mourir au feuilleton le projet de loi 56. Il n'a donc jamais été adopté. Et c'est d'ailleurs important qu'on s'en souvienne parce que des fois circulent des informations, des gens qui ont vu passer le projet de loi pensent que ça a été adopté. Ben non, les OSBL ne sont toujours pas complètement inscrits assujettis à la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. La loi existe depuis 2002 en passant. Et ça fait 7 fois que le gouvernement ou le commissaire au lobbyisme tente de nous inclure par toutes sortes de méthodes, par toutes sortes de libellés, et qu'on se défend avec... Bon, une petite interruption. Euh, on se défend donc depuis ce temps-là en ayant particulièrement amélioré notre argumentaire qui est de se défendre sur la base du fait que il faut que l'État défende et protège le droit d'association et que d'assujettir tous les groupes, tous les OSBL à la loi mettrait en péril gravement ce droit-là, cette liberté d'association. Donc, aujourd'hui, on va commencer par vous présenter à partir d'un PowerPoint qu'on va vous transmettre après. Des informations sur où on en est dans le dossier. En fait, c'est quoi notre prochain besoin d'intervention de votre part? Je prends pour acquis que vous êtes des organisations qui ont soit participé à des étapes de Mon OSBL n'est pas un lobby ou qui avaient le goût d'embarquer. Donc, c'est là que je pense vraiment ça pour acquis pendant toute la présentation. Et donc, je sais pas pour vous présenter, on ne fait pas une présentation pour vous inciter à faire partie, on prend pour acquis que vous l'êtes, et on veut vous présenter qu'est-ce qui s'en vient pour nous, euh, étant donné que étant donné que vous avez peut-être participé à la signature d'une déclaration qui s'appelle Lobby Halte au dérapage, qui a atteint un grand nombre de signataires. Je vous invite d'ailleurs encore à la signer si ce n'est pas déjà fait parce que c'est encore possible. Euh, Elle roule depuis plus d'1 an maintenant, euh, on l'a toujours vu comme étant la première étape.
l'étape où on énumérait des principes, qui ensuite on en ferait des propositions concrètes. Et c'est ça dont ça je vais vous parler tout à l'heure, les propositions concrètes. Mais la déclaration, elle est au mois de mai dernier, elle était signée par, elle avait eu 2092 signatures, dont 338 organisations. Et dans ces 338 organisations-là, il y en a 80 qui sont des organisations de mon OSBL n'est pas un lobby. Donc, cette déclaration-là visait, portait sur 2 volets. Mais ça, j'ai ça dans mon PowerPoint. On va commencer ma PowerPoint. Et là, c'est vraiment une année d'action. On commence par ce qu'on va vous présenter, moi et Jacinthe, ça couvre la prochaine année jusqu'à l'automne. Donc, de partir de maintenant plutôt, jusqu'aux élections de 2026, on continue donc d'aller chercher, on a besoin plutôt de d'aller plus loin que la déclaration, en allant chercher des adhésions à des propositions concrètes qui découlent de la déclaration lobby halte au dérapage. Bon, voilà, c'est donc ce que j'étais en train de vous expliquer. Heu, la déclaration, en plus, est issue de tout un processus. Ça a commencé par une journée d'études, ça a été en avril 23, ça s'est poursuivi avec, le travail surtout par Attaque Québec, la coalition Mon OSBL n'est pas un lobby et Vigilance OGM. Et la déclaration combine 2 préoccupations et on est encore là-dedans, améliorer la surveillance des lobbyistes qui travaillent pour le profit de certains et protéger le droit d'association des mouvements citoyens sans but lucratif œuvrant par nature pour les collectivités. Heu, ces 2 volets-là, heu de ces 2 volets-là, c'est sûr que le volet protéger le droit d'association des OSBL, c'est celui qui était à la base de la création de la coalition Mon OSBL n'est pas un lobby. Mais au fil du temps, on s'est, on s'est on a eu des réflexions, sur le fait que, ben, c'est bien beau de s'exclure, mais si la loi continue d'exister, il faut qu'elle soit un outil correct, un outil pour la population, et cet outil-là, ben, il doit être, donc la loi doit s'appliquer aux bonnes personnes et être solide sur ce volet-là d'application. Donc, on a eu aussi, après, une fois la déclaration lancée, une table ronde au mois de mars 24, Madame Harel, Lucie Lamarche, André Noël, et on a fait des présentations là-dessus, pour continuer donc de faire connaître la déclaration et d'amener aussi des expertises différentes, des points de vue différents, des points de vue qu'on avait là à la table ronde, de juristes, d'être une ex-politicienne et d'un journaliste aussi, donc des visions euh, supplémentaires aux nôtres. Maintenant qu'on a une déclaration assez forte et qui continue de se renforcer, bon, maintenant, on doit se donner des moyens pour agir rapidement en tant que coalition Mon OSBL n'est pas un B. Ce n'est pas simple parce que c'est pas une structure. Chaque organisation qui en est membre a son propre processus de décision, son conseil d'administration, ses, ses manières internes pour prendre des décisions. Donc, on sait que c'est pas en, on peut pas donner une semaine pour obtenir des réponses lorsque on questionne 150 organisations différentes dans leur fonctionnement et qui n'ont pas ce dossier-là ouvert de manière, quotidienne, quoi. Et ben, notre moment opportun, ben, c'est d'ici aux prochaines élections. Parce que on a des indices forts que, le gouvernement va, ouvrir un projet de loi pour modifier des éléments de la loi sur l'éthique et la transparence en matière de lobbyisme. À la dernière campagne électorale, tous les partis, incluant la CAQ, nous avaient confirmé que, ils ne voudraient pas, qu'ils ne tenteraient pas d'assujettir tous les OSBL à la loi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ouvriraient pas la loi. Et de toute façon, de notre côté, on a fini par réfléchir au fait que notre protection actuellement, elle vient d'un règlement. Un règlement, ça peut se changer bien plus rapidement qu'une loi et ça nous fragilise. Donc, si la loi est ouverte, ah ben, on va demander que notre protection il soit affirmée
et surtout pas annuler, bien entendu. Mais le commissaire au lobbyisme, lui, ses tentatives, c'est plutôt d'annuler la protection qu'on a par le règlement. Heu, même, il a fait, les indices qu'on a, c'est lui qui nous les donne. Il a produit plusieurs lettres en février dernier. La table, on est intervenu d'ailleurs là-dessus. Il a fait un dépliant récemment, où il parle de ses intentions. Il présente ce document-là comme, ses propositions pour le gouvernement. En coulisses, on le sait qu'il incite le gouvernement à ouvrir la loi et à suivre ses propres, ses propres propositions, c'est sûr. Mais et là, ben, pour aller plus loin que la déclaration, on veut faire des propositions concrètes sur qu'est-ce qu'on veut dans la loi. Donc on travaille, notre travail n'est pas terminé. On est en train de rédiger, des propositions qui viennent de la déclaration et aujourd'hui, je ne vous présente pas le libellé des documents, mais on souhaite surtout vous préparer pour que à l'automne, parce que c'est à l'automne qu'on va au début d'automne qu'on va vous le transmettre, vous soyez en mesure de comprendre plus rapidement qu'est-ce que vous recevez, et dans quel processus ça s'inscrit et qu'on puisse donc se donner un temps de validation, de recherche d'adhésion, ben, raccourci et parce que, pour nous permettre aussi de réagir à l'actualité. Parce que vous le savez, on ne sait jamais à quel moment un projet de loi est déposé. On le découvre au moment où il est déposé. On ne peut pas le savoir d'avance. Mais on peut quand même se dire que décembre 2025, il y a des fortes chances que ce soit dans cette période-là. Donc, on se prépare pour ça, ce qui veut dire aller vite à l'automne. Heu et pour que, ces propositions-là soient vraiment bien partagées, ben, on souhaite que la plus grand nombre d'organisations de la coalition Mono-SBL n'est pas un lobby adhèrent à la proposition. Ça va être un document de 20-30 pages, quelque chose comme ça, qui va, heu, vous être, proposé avec un formulaire où on va vous demander: «Adhérez-vous aux propositions?» Après ça, il y aura toutes sortes de, hem, de transmission du contenu. Ce ne sera pas un document 30 pages, un document d'éducation populaire. Ça ne servira pas à ça. Il va falloir faire des documents qui vont rendre le contenu plus digeste pour certains usages, pour certaines situations. Mais, ce que, on va vous demander, c'est comme groupe, vous, groupe individuellement, adhérez-vous et beh, l'adhésion qu'on voit à la déclaration, pour moi, est de bon augure pour, l'adhésion des groupes de la coalition Mono-SBL. C'est tout le processus de réflexion sur l pour porter, les 2 volets, tout en ayant bien sûr mettant une attention particulière à celui qui nous touche personnellement, donc le droit d'association pour les OSBL, mais d'avoir quand même une préoccupation large, donc d'être capable de porter les 2 volets, la signa les 80 des groupes signataires étant de la déclaration étant des groupes de la coalition, ça m'encourage énormément. Donc, les 2 volets, proposition pour protéger le droit d'association et les capacités d'action des OSBL et des propositions pour renforcer la surveillance. Le document, donc, l'aperçu que je vous en donne, c'est ça va donner des problèmes à régler, ça va appuyer les propositions par des informations, par des mises en contexte, par des exemples d'ici et d'ailleurs. Ça va expliquer, ça va justifier pour quelles raisons on les présente. Donc, ça va faire imaginez que ça peut ressembler à un mémoire un peu là, comme on les présente, pour, ramasser toute l'information, mais en plus mais ce sera par les à cause des informations et des mises en contexte, il y aura un aspect très pédagogique au document. Pédagogique, ils n'ont pas d'accès complet d'éducation populaire, mais pédagogique quand même pour, les organisations qui déjà ont, une base. On ne fera pas du début à l'explication de A à Z, mais je crois bien que ce sera assez clair. Dans la section des propositions en lien avec, tout ce qui concerne les droits des organisations sans but lucratif, on veut solidifier les exclusions actuelles, donc qui dépendent seulement d'un règlement, comme je vous expliquais. Ou mais ça dé et nos exclusions dépendent aussi d'articles qui sont peu mis en valeur par le commissaire, des articles qui indiquent des exclusions.
Parce que toute activité de lobbyisme, d'influence plutôt, toute activité de, de communication d'influence n'est pas du lobbyisme malgré ce que le commissaire en dit. Donc, il y a l'esprit du règlement. Le règlement dit que être majoritairement composé d'organismes sans but lucratif, ça compte, ça a de l'effet, puisque une OSBL majoritairement composée d'organismes sans but lucratif est exclue par règlement, alors qu'une OSBL majoritairement composée d'organismes à but lucratif est inclus. Donc, l'aspect sans but lucratif, c'est pris en compte. Plusieurs articles précisent des exclusions, par exemple, sur le contexte, sur la source, sur le destinataire de l'intervention d'influence. Ça compte. Une communication, par exemple, dans le cadre d'une commission parlementaire, c'est exclu parce que c'est public. Euh, d'une communication qui vise à donner, à sensibiliser, c'est exclu parce que c'est dans un cadre public aussi, souvent. Donc, on a des indices, on s'inspire de la loi, des articles et du règlement pour dire, ben, la base est là et il faut la préciser. La Pardon, base, monsieur. dans... Oui. Je m'excuse, je voulais juste vérifier si tu avais vu que Monsieur Lacroix avait levé sa main. Ah, est-ce que Je c'est une voulais juste question de valider. compréhension ou parce Oui, que c'est juste pour savoir quand on parle d'un article puis d'un règlement, est-ce que l'article est dans la loi puis le règlement accompagne? l'accompagne? OK, c'est ça. Oui, OK, le ça pourrait être règlement certain. l'accompagne, mais le règlement, nous, on le diffuse largement, puis la loi y fait référence quand même. Euh, oui, c'est une bonne précision. On pourrait, tiens, je vais le noter, on va vous le transmettre aussi, le règlement. OK? Euh, donc, ce qu'on on voit qui manque, il manque dans la loi, que son objectif, c'est de rendre visible ce qui ne le serait pas autrement. C'est pour ça qu'elle a été créée à la loi. Sauf que au fil du temps, elle est plutôt, ça commence à être, toute intervention d'influence doit être inscrite là-dedans, le commissaire, il présente ça comme ça. Mais il y a des exceptions qui couvrent donc des situations où c'est à caractère public, qui sont souvent définies par un processus défini. Donc, mais ça, il faut le préciser. Préciser que l'objectif de transparence de la loi est intimement lié, ou présentement, la raison pour laquelle elle a été liée, c'est des enjeux de concurrence marchande. Et ça nous aide à distinguer les retombées collectives des retombées au bénéfice d'actionnaires. C'est pour ça que la loi demande aux lobbyistes du privé de s'inscrire. C'est pour que les concurrents sur sur un même sujet soient visibilisés. Préciser qu'une intervention d'influence auprès d'un titulaire de charge publique, les titulaires de charge publique, c'est les fonctionnaires, c'est les personnes élues, et là, on parle du niveau municipal et Québec. Mais donc, il faut préciser qu'une intervention d'influence n'est pas automatiquement une action de lobbyisme, justement parce qu'il y a des exceptions qui réfèrent à des situations, notamment par le règlement, donc lorsqu'initié par des organisations sans but lucratif composées majoritairement de personnes ou d'organisations sans but lucratif, ça doit être nommément exclu. Et on peut aussi, on a aussi l'idée aussi d'inclure qu'une espèce sauf si l'intervention est financée majoritairement par un membre pouvant en tirer un bénéfice lucratif. Parce qu'il peut y avoir un membre à bénéfice lucratif dans un OSBL et que ça peut changer l'intervention. Et là, ça peut être une chose qu'on peut considérer. La loi doit aussi définir le lobbyiste comme étant une intervention d'influence réalisée par un lobbyiste et pouvant mener à accroître les dividendes d'actionnaires ou le profit de société. Ça, c'est pas dans la loi. Définir une intervention d'influence comme étant une communication non publique initiée par un lobbyiste auprès de titulaires de charge publique et pouvant mener à accroître des profits. Ça tourne en rond un peu nos définitions, mais il faut qu'on le fasse comme ça pour définir. Euh, Définir un ou une lobbyiste comme étant la personne qui réalise pour elle-même ou qui est rémunérée pour le faire, toujours pour mener à accroître les dividendes d'actionnaires ou de profit, et prévoir des sanctions pour toute personne
physique ou morale, ou instance qui inciterait des personnes ou des organisations non assujetties à se conformer à la loi alors qu'elles n'y sont pas tenues. Parce qu'on le voit passer, ça. Et c'est normal qu'il y ait des règles pour obliger l'application d'une loi, mais il faudrait aussi qu'il y ait des règles pour ne pas obliger quelqu'un qui n'a pas à s'y conformer à la loi. Euh, à l'égard de l'influence des lobbyistes, le type de proposition que vous retrouverez dans le document, c'est de renforcer la loi pour rendre visible cette influence-là des intérêts privés. L'objectif, c'est de contrer la collusion, la corruption, qui découlerait d'une opacité de pratiques mercantiles. C'est à ça que devrait servir le registre. Contrôler le phénomène des portes tournantes. Les portes tournantes, c'est changer de job de manière rapide, soit lorsque les titulaires de charges publiques deviennent des lobbyistes, ou le contraire, parce que ça place les personnes en situation de conflit d'intérêts. Heu, on doit là, pour ça demander d'obliger les lobbyistes à publier davantage d'informations sur ce qu'ils font, à qui, pourquoi, combien d'argent a été mis dans l'activité, détailler ce qui doit l'être et allonger la période de carence, soit la période d'attente qui est prévue, mais qui est pas prévue pour tout, entre l'occupation d'un poste d'élu ou haut fonctionnaire versus un poste de lobbyiste et supprimer l'exemption qui permet présentement aux membres du conseil exécutif et à leur personnel politique de faire du lobbying sans période d'attente. Rappelez-vous de M. Fitzgibbon. Ah, ben c'est de cette exemption-là qu'il a bénéficié. Alors, j'arrête mon partage pour vous demander si vous avez des questions. Ensuite, Jacinthe va vous présenter l'autre volet qui est, outre l'adhésion à ce document-là qui va vous parvenir au début de l'automne, euh, quelles sont nos actions prévues pour lesquelles on va vous demander de participer. Donc, des questions sur le document qui s'en vient, les propositions qui vont être données ou le processus. À votre go. Ah, Noémie, oui, voilà. Oui, peut-être je peux y aller. En fait, de manière pratico-pratique, je me demandais si le document de 20-30 pages serait accompagné d'une petite synthèse, un peu comme on voit là, pour nous permettre à Mhm. aider à le présenter à nos conseils d'administration notamment. Parce que je vous avoue que je suis pas familière de la thématique et je trouve que c'est quand même ben, c'est pointilleux là comme explication à faire. Et moi, je suis quand même juriste de base. Donc, je pratique pas au quotidien. Je suis une juriste qui a mal tourné. Mais quand même, je me dis, c'est un certain niveau de complexité. Fait que si moi-même déjà, je me dis, ouh là, comment je vais présenter ça? J'imagine que ça serait partagé. Je pense que ça serait aidant qu'il y ait un petit document qui dise les axes principaux, les points sur lesquels il faut qu'on soit en accord. Puis quand on veut chercher les explications, on peut aller se référer au document qui est complet, que de toute façon, il faudra qu'on lise. Oui, qui va mettre en contexte pour quelle raison tout à coup vous recevez ce document-là avec une question, adhérez-vous? L'explication de ça, ce que ça vient de la déclaration, tous ces éléments-là. Oui, parfait, j'ai vu un, un pouce levé là-dessus. Très bonne suggestion. Aviez-vous y a-t-il des éléments, parce qu'évidemment, je ne connaissais pas votre connaissance spécifique là, du dossier. Je reconnais des noms de personnes qui ont suivi ça depuis le début. Puis d'autres personnes qui sont plus récentes dans le dossier peut-être. Est-ce que, les personnes qui ont, vu, l'évolution, je pense, je dirais, de nos luttes, ont un commentaire là-dessus? Je t'interpelle, Marie-Joseph, hein? Je t'ai pas nommée, mais c'est à toi que je pensais. Ben, moi, je trouve ça très conséquent avec le déroulement, là. C'est- la déclaration, je me rappelle que la journée d'études, il y avait eu beaucoup ben, tu sais, il faudrait que ça soit plus concret, puis Mmh. il y a des affaires qui sont, ben, sont pas fausses, mais faut faire attention de la façon qu'on les présente. Ça fait que là, je vois vraiment une évolution, puis des choses assez concrètes. Oui, oui, bravo pour le travail. Louis Lacroix? Oui, c'est ça. Ben, j'abonde là, dans le même sens. Mais j'avais une question aussi parce que il y a peut-être des rumeurs de dépôt d'un projet de loi à l'automne, mais moi, je suis ici à la CEF des Bois-Francs, là, donc on est dans Arthabasca.
Et puis, nous, on n'a pas des rumeurs, mais c'est certain qu'on va être en élection probablement à l'automne. Et ça me surprendrait qu'on le soit cet été, là. Mais il y a des rumeurs que ça soit carrément un déclenchement, potentiellement là, un déclenchement d'élection générale. Hein? Donc, c'est des rumeurs qui circulent, qui sont parfois considérées comme un euh, peu probables là, parce que c'est pas pour des raisons d'analyse politique, là, ça ne sera pas nécessairement facile pour le gouvernement, même à l'automne, là, euh, mais c'est quand même des rumeurs que j'ai entendues quand même à Radio-Canada, là. Ah, Fait bon, que, ben vous me l'apprenez. autrement dit, qui transformerait l'élection partielle plutôt que d'en faire une partielle, il ferait une générale. C'est une situation qui arrive quelquefois dans ces cas-là. Mais faudrait peut-être être préparé là, à deux scénarios, là. Oui, mais en fait, si les élections avaient lieu si tôt, on pourrait pas faire notre processus comme on le pensait. On devrait le reprendre une fois l'élection arrivée parce que notre processus, notre document vise à être, j'ai oublié de dire ça, on le fait notre document pourquoi? Pour pouvoir le déposer dès qu'un projet de loi sera mis sur la table. Donc, s'il y a des élections tôt, le projet de loi, il sera pas là. Il va être, mais au retour, on se retrouverait dans un nouveau calendrier, mais on aurait le même contenu à présenter. euh, et je pense pas, et je pense que quel que soit le gouvernement en place, on aurait le même contenu à présenter, les mêmes demandes à déposer, je crois bien. Puis juste un petit commentaire aussi, j'ai bien aimé la partie qui disait là, qu'on ne peut pas empêcher, on ne peut pas soumettre quelqu'un qui ne devrait pas l'être à la loi. Puis ça, je trouve que ça vise directement, en tout cas, je trouve que ça vise à contrer directement ce qu'on voit qui se passe depuis le début avec le commissaire, là, puis qui est particulier, même moi, c'est ça que je trouve depuis, on disait depuis 2014, mais depuis 2000, en tout cas, depuis quasiment 2002, là, on a des commissaires, si c'est pas toujours le même, qui sont très militants. Puis que je trouve que quand même, pour un commissaire au lobbyisme, d'être aussi lobbyiste que ça, c'est particulièrement agaçant. Exact. Partage la même vision. Monsieur Blais, votre micro? Voilà. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Bon, moi, bon, ce matin, je suis peut-être un peu nouveau, mais je vous suis de loin depuis un certain temps. Moi, j'ai étudié, j'ai utilisé des formules qui pourraient s'associer à un lobby pour ma coop d'habitation, pour des organismes qu'on préfère appeler OBNL. Nous, la formule est un peu plus positive que sans but plutôt que à but. Bref, ça, c'est un tout petit détail. Mais je me sentais pas un lobbyiste là, quand j'essayais d'intervenir au nom de ma coop, puis au nom des différents groupes aussi. Bon, bref, on intervient. Moi, dans les groupes, j'insiste toujours pour faire la différence entre une action politique non partisane, puis ceux qui disent apolitique. Quand on travaille avec les politiciens, on n'est pas apolitique, là. On peut être très politique sans être partisan. Bon, bon, c'était un peu intellectuel comme combat, mais je le garde toujours actif dans ma besace parce que je trouve que c'est majeur comme différence. Bref, voilà, moi, je trouve ça intéressant comme projet. Je trouvais ça dangereux quand on a commencé à entendre parler que toutes les organisations communautaires, coop d'habitation, tout ça qui deviendraient des lobbyistes, ça noierait dans une masse énorme les réels lobbyistes qui sont définis comme faisant la promotion des organismes qui veulent augmenter leurs profits. Bon, bon, bon. Moi, je trouve le. Voilà, je pense que j'aime pas manger le micro. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci. ben merci. C'est tout à fait l'esprit dans lequel on travaille et la question de la représentation. On est tout le monde ici, on travaille pour des groupes communautaires. Quand on se présente dans une rencontre avec un député ou une mairesse, peu importe, fonctionnaire, on parle pas en notre nom personnel.
On parle au nom des personnes qui nous disent: «Vas-y, go, parle pour nous. Vas-y, avance». C'est de la représentation. Ça fait une énorme différence dans la manière dont on doit être, dont nos interventions doivent être perçues. Jacinthe, ce serait à ton tour de présenter, de Yes! partager. Et ce que je vais vous présenter, effectivement, Monsieur Lacroix, là, on avait pensé tout notre plan d'action sans considérer la possibilité d'une élection générale, mais je crois que l'action que je vous présente pourrait quand même se dérouler, peu importe ce qui va se passer. Puis ce sera le petit bout que Mercedes vient de vous présenter, dans le fond, euh, pour laquelle le calendrier serait peut-être davantage revu, je crois. Je dis ça sous toute réserve, prenez pas ça pour du cash, mais donc, je vous présente ce qu'on vous invite à faire comme action pour soutenir, dans le fond, ce que Mercedes vient de vous présenter comme intervention plus politique. Donc, dès la fin de l'été, nous allons vous inviter à participer à une action pour affirmer qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Parce que, comme Mercedes le dit et redit, on ne porte pas notre voix personnelle, on ne recherche pas le profit, on est là au nom de nos membres. Est-ce que tout le monde voit bien à l'écran, vu que j'ai mis ça en format plein écran? Mais génial, merci. Donc, on va vous inviter, là, les membres de la table, vous allez rigoler parce que vous allez reconnaître un peu nos couleurs. On va vous inviter à créer un petit visuel que vous pourrez utiliser à toutes les sauces. Là, ici, j'ai fait des modèles vraiment là, du haut de mes talents de graphiste avec Canva. C'est fort possible que ça ne ressemblera pas nécessairement à ceci, mais ça vous donne quand même l'esprit de l'action. Donc, bien entendu, inscrire le nom du groupe et soit une définition de sa collectivité, une définition des objectifs de ses interventions pour montrer justement que ce n'est ni le profit qui est recherché, ni des intérêts personnels pécuniaires, mais bien le bien-être de la population qu'on représente. Pour créer votre affichette, encore une fois, les membres de la table vont rigoler, vous reconnaissez probablement l'image. Il y aura en ligne un petit formulaire, ce ne sera pas celui-ci précisément, mais ça va être très semblable. Un petit formulaire comme ce que vous avez l'habitude de remplir là, probablement à chaque semaine, votre nom d'organisme, des coordonnées, dont une adresse courriel, bien entendu. Et on va vous inviter dans une phrase ici, une bande, où vous allez inscrire justement la définition de votre collectivité, de vos actions. Il faudra user de créativité pour cette phrase-ci parce que les formulaires nous limitent dans les caractères, mais ça laisse quand même un bel espace là, pour justement nommer que par exemple, vous représentez des citoyens. Moi, je pense souvent, là, quand j'essaie de définir mon OSBL n'est pas un lobby, comment c'est une collectivité variée. Par exemple, ben, des gens qui vont à la chasse ou à la pêche, ça reste des citoyens, ça, qui pratiquent leur loisir. Fait que ça va être ce genre de définition qu'on va vous inviter à inscrire. Et une fois que vous allez appuyer sur le bouton «Je crée mon affichette», tout se fait assez rapidement dans un courriel. À l'adresse que vous aurez inscrite dans le formulaire, vous allez recevoir ce qu'on dit un courriel clé en main ou tout équipé, là, all dress, comme vous voulez l'appeler. Donc, le courriel contient un lien qui vous permet de télécharger, d'enregistrer sous très facilement le visuel que vous viendrez de créer et qui pourra, justement, vu qu'il est en JPEG ou en PNG, être utilisé partout où vous le voudrez. Dans le courriel, il y aura aussi un document Word, un courriel type, donc un texte proposé pour envoyer votre visuel aux députés, aux élus provinciaux, municipaux et en fait, toute personne intéressée à votre mission, toute personne que vous jugez pertinente à informer. Nous allons vous fournir le bottin de l'Assemblée nationale qui sera bien entendu mis à jour, incluant, là, je me suis mise une note, incluant les coordonnées aussi, voyons, identifiant sur les réseaux sociaux, le A commercial quelqu'un, là, A commercial Lionel Carman, A commercial Sonia Lebel. On va les inclure dans ce bottin-là, donc vous allez pouvoir utiliser super facilement les informations pour toutes les sauces, justement. On va vous suggérer aussi des textes pour publier sur les réseaux sociaux vos visuels pour, dans le fond, mettre un petit peu de gras autour de l'os pour expliquer ce pourquoi vous participez à l'action et faire connaître les enjeux à la population, étant donné que les réseaux sociaux, ça a un raisonnement très, très large.
Et enfin, ben, c'est ça, un petit mode d'emploi pour vous soutenir si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, d'insérer des images et tout ça. Tout sera inclus pour que ce soit vraiment le plus facile et instinctif possible. La dernière étape, mais non la moindre, dont je viens de glisser un petit mot, vous serez invité à envoyer directement par courriel le visuel aux membres de l'Assemblée nationale, mais comme j'ai dit, à toute personne que vous jugez pertinente. C'est sûr que c'est par courriel qu'on peut transférer le plus d'informations. Donc, le courriel type sera quand même garni et vous serez invité à le personnaliser. Parce que, bien entendu, selon la collectivité que vous rejoignez, selon la région dans laquelle vous vous trouvez, tu sais, on a tous notre couleur, on a tous nos particularités qui méritent d'être mises de l'avant parce que, excusez-moi, on se rend compte que nos élus, ben, premièrement, on sait, hein, ça change à chaque 4 ans environ, ces gens-là, et c'est pas un dossier qui est le plus connu, qui est le plus glamour et à l'avant-plan. Fait qu'on a besoin d'informer autant nos membres, nous, on a besoin de se renseigner, mais les personnes élues aussi. Donc, eh ben, on est là pour ça, hein, les citoyens et citoyennes, on est là pour soutenir nos députés dans la pratique de leurs fonctions. Donc, ce sera une belle façon de le faire. Une fois qu'on aura créé des visuels et qu'on les aura fait circuler, et là, comme je vous ai dit, là, les affichettes, on vous invite à les faire circuler là, jusqu'aux élections et plus encore, selon, vous pourrez afficher même dans vos locaux ce visuel-là. Et nous allons aller dans une deuxième étape pour un peu plus, pour approfondir en fait le sujet, autant avec nos membres qu'avec justement un public plus général. On veut faire connaître vraiment les distinctions entre nous et les lobbies au-delà de notre collectivité, de qui nous représentons et des activités qui ne visent pas de profit ou de retombées pécuniaires. Vraiment, comment on se distingue dans ce qu'on fait. Pour ce faire, nous ferons créer une petite affichette qui aura ce style-ci. On veut en fait créer, excusez-moi, j'ai dit une affichette, mais c'est pas ça, c'est un poster. Ah non, la mise en page a encore bougé, excusez-moi, vous voyez pas bien. Ce serait de l'automne 2025 à l'automne 2026. On rendra disponible sur Internet une image à imprimer et on est vraiment allé avec l'option à imprimer pour faciliter la distribution parce que les envois postaux, c'était très cher et très long. Donc, simplement pour simplifier tout ça, on va y aller avec une image qu'on va vous inviter à imprimer qui va contenir en fait des illustrations très punchées en fait de ce que des lobbyistes font, ce qu'ils recherchent et ce que nous on fait quand on rencontre des députés, quand on fait une intervention d'influence et ce qu'on recherche dans le fond. Donc, vous voyez, là, il y a des bulles, des couleurs, des pancartes. Ça va être une scène du quotidien, dans le fond, là, une scène de collectivité où justement, on va voir des citoyens et des élus et des lobbyistes en action et avec justement là, des distinctions très claires. Le poster va être accompagné d'une trousse d'animation. Donc là, on ne l'a pas encore commencé, on ne s'y est pas penché dans le détail, mais ce sera soit sous forme de foire aux questions, des mises en situation, des mises en contexte. Ça va être un peu, dans le fond, là, un petit résumé, ben, pas tout à fait le résumé des propositions, mais ça va quand même aborder l'esprit des propositions, ce pourquoi on demande plus de dents à la loi, ça va mettre en lumière les problématiques qu'on cherche à régler justement avec nos propositions. Donc, ça devrait être là, vraiment tout ce qu'il y a de plus instinctif pour vous, pour en parler avec vos membres, pour les inciter à afficher aussi ce poster-là dans leurs locaux, à en parler avec leurs membres, même à le mettre en vitrine pour faire connaître l'enjeu à toute personne, en fait, que nous rejoignons dans nos collectivités, parce qu'on le sait que même si les gens ne fréquentent pas nos organismes ou nos activités, ben, tous les citoyens hein, ont un droit, le fameux droit à la transparence que le commissaire souhaite mettre de l'avant, ben, tout le monde y a droit dans cette optique-là. Donc, ça vaut la peine qu'on renseigne tout le monde. Sur ce, je vais inscrire aussi cette adresse-ci dans le chat pour que vous puissiez la sauvegarder. Si vous avez quelques questions que ce soit, je vous invite à ne vraiment pas hésiter à nous écrire. C'est Mercedes et moi qui recevons les courriels à cette adresse-là. Et ce qu'on sait là, justement que le dossier peut avoir plein de petites nuances ou de questions qui viennent en cours de route. N'hésitez surtout pas.
Voilà, je te redonne le micro, Mercedes. Si? Alors, avez-vous des questions sur ce volet-là, des actions, comment on les présente, qu'est-ce que vous aurez à faire? Noémie? Oui, non, mais je trouve que c'est super, ça me parle bien des actions qui ont été choisies. Je me posais la question si c'était possible de détailler un peu plus dans le fond comment, parce que j'ai l'impression que j'ai une bonne compréhension de comment cette loi va impacter les regroupements. Je trouve que c'est un petit peu plus lointain pour nos organismes membres. Fait que, est-ce que tu peux peut-être nous l'expliquer, même si j'ai une vague idée, mais peut-être que pour que ce soit plus clair dans mon esprit, pour que je puisse aussi le retransmettre aux membres. Oui, en fait, le, le, le commissaire, depuis quelques années, a cessé de dire qu'il voulait assujettir tous les OSBL, mais il cherche comment nommer la portion qu'il veut intégrer. Autrement que de faire une liste avec des noms en particulier. Euh, et ces dernières années, ce que le commissaire a commencé à dire, c'est qu'il voulait et dans son dernier document d'ailleurs, un petit dépliant là, que je pourrais peut-être vous mettre à l'écran aussi, il indique sa proposition, c'est maintenant d'assujettir les regroupements mais de ne pas assujettir les groupes communautaires. C'est beau, c'est gentil, sauf que le statut du groupe communautaire, ce n'est pas un statut légal. Je me demande bien comment est-ce que une loi pourrait intégrer ça. On a un seul statut, c'est d'être une OSBL, c'est par le registraire des entreprises qu'on l'a. Euh, donc, c'est pour ça qu'on s'est réunis sur cette base-là. C'était notre base de défense. Donc, le commissaire, il faut savoir ça. Il est déjà en train d'essayer de trouver comment nous amadouer en présentant ça comme ça. Dans sa manière de le présenter aussi dans des documents qui sont plus élaborés que le dépliant, c'est qu'il ne veut pas assujettir les groupes qui sont là pour rendre des services qui, dans le fond, s'apparentent aux services de l'État. Très mauvaise manière de penser nous rendre service, de penser nous aider, parce que c'est exactement comme ça qu'on ne veut pas être décrit. On se revendiquera pas d'être un service pas associé, mais intégré à l'État tout en disant qu'on est des groupes autonomes. C'est très mal nous connaître et nous comprendre de penser que c'est une exclusion qui va fonctionner. Ça tombe. Euh, donc ça, c'est le contexte. Les, L'impact que ça aurait, soit que une telle catégorie de groupes communautaires ou pas communautaires, ou OSBL pas communautaire, peu importe, euh, c'est au niveau du droit d'association, les organisations sont toujours par, pour, avec des pratiques de revendication plus ou moins certains ont des pratiques de revendication plus musclées que d'autres, disons, mais il y a toujours une démarche, il y a toujours un enjeu social sur lequel on travaille, il y a toujours une amélioration de la société qui est demandée, il y a toujours une transformation sociale en bout de ligne. Personne ne revendique le statu quo. Moi, j'en connais pas. Tout le monde revendique que les personnes soient mieux traitées, aient plus à manger, tout ça, c'est de la transformation sociale. Donc, par pour avec, doit se faire. Pour que ce soit par pour avec, il faut que ce soit que les personnes directement concernées qui participent au conseil d'administration. Alors, imaginez que lorsque vous voulez combler qu'un groupe local, admettons, veut combler son conseil d'administration et que là, ben, être membre d'un CA, bien sûr, ça veut dire signer des lettres. Ça veut dire participer à des rencontres avec des élus, mais pour faire jouer ce rôle-là pour le groupe, qui demande à une personne membre une contribution plus importante que d'être membre sans plus. C'est une responsabilité, et c'est déjà pas facile à trouver, hein, des personnes qui vont prendre cette responsabilité-là et qui vont après ça rendre des comptes à leurs membres, à leurs collègues membres d'un groupe. Ben, de dire, ben là, pour être membre, oups, il va falloir que tu t'inscrives au registre des lobbyistes parce que tu vas signer des lettres, parce que tu vas être là dans des rencontres, parce que tu vas faire des téléphones. Il y en a qui vont dire, ben, je laisse mon tour d'abord, je passe mon tour. Même s'il y a l'exclusion, admettons, d'une certaine catégorie, ça va quand même être, je passe mon tour. Et pour les regroupements,
comme admettons que même vos groupes membres, si vous êtes des regroupements provinciaux ou régionaux, admettons que même vos groupes locaux étaient exclus, comment vous allez faire pour remplir votre propre conseil d'administration? Parce que les personnes qui remplissent votre conseil d'administration, qui le forment, viennent des groupes de base, viennent des groupes locaux. Alors, un groupe local qui va être, admettons, exclu, va être, OK, libre de la loi, libre de cette responsabilité-là. Il ne voudra pas la prendre tout à coup en étant membre du conseil d'administration de son regroupement. Alors, même en excluant des groupes locaux, ça va nuire aux organisations régionales, nationales, aux coalitions de toutes sortes, hein, parce qu'il y a toutes sortes de tables de concertation qui sont aussi des organisations qui, oui, qui prennent la parole publiquement, oui, qui font des interventions. On ne dit pas qu'on ne fait pas des interventions d'influence, on dit que les nôtres sont différentes et que les nôtres n'ont pas besoin d'une loi pour être surveillées. Parce que les politiques de transparence, on les a parce que nos intentions sont différentes. Et que si on ne fait pas savoir sur la place publique qu'on revendique la hausse du salaire minimum, comment pouvons-nous un jour espérer l'avoir? On a besoin de dire sur la place publique nos revendications pour que ça avance. Donc, le droit d'association va être affecté à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'il faut une exclusion globale, parce que aussi les groupes communautaires, les OSBL, entre eux, chacun a besoin des autres. Lorsque une personne vient dans un groupe pour un sujet X, ben, c'est important que le lendemain, elle ait aussi accès à une autre organisation parce qu'elle elle a de multiples intérêts, de multiples besoins, cette personne-là. Donc, on a tous besoin de tout le monde. C'est ce qui fait la force de la coalition. Mon OSBL n'est pas un lobby, malgré toutes nos différences très, très marquées. Euh, donc, l'impact sur le droit d'association, c'est de nuire à l'organisation, parce qu'une association qui n'a plus de conseil d'administration n'existe plus. Et imaginez dans une rencontre d'assemblée générale, là, on en est là-dedans, là, des assemblées générales où là, on demande aux membres d'adopter le plan d'action de la prochaine année. Ben, si l'organisation doit tout dévoiler au registre des lobbyistes et donc être vue du public comme un lobbyiste, c'est important comme différence. Quel sera le regard des membres sur un plan d'action où le groupe va dire, cette année, on vous invite à faire une manifestation pour X, à faire une campagne de pétition pour Y, à faire telle sorte d'intervention. Il va y avoir peut-être qu'on devrait en faire moins, peut-être qu'on ne devrait pas le faire. Ça va affecter l'autonomie de décision des membres. C'est pas évident à illustrer, ça. Mais c'est ça qu'on veut quand même, qu'on essaye là, avec une image comme on a montré pour le poster, là, une image de multiplication, là, puis de comparaison là, de toutes sortes comment rendre visible ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est que le droit d'association? Qu'est-ce que c'est qu'une organisation où des membres décident, délèguent, demandent des comptes et les allers-retours entre les membres et le conseil d'administration? Ça se passe dans des instances, dans les assemblées générales, par des bulletins, par toutes sortes de choses. Fait que c'est ça notre défi, de rendre visibles les activités qu'on fait d'influence et qui sont différentes des activités d'influence admettons, d'un propriétaire d'entreprise qui veut un règlement qui va l'avantager lui et pas son concurrent, par exemple. Sylvia? Oui, en fait, ma question, c'est relativement nouvelle dans ce dossier-là et connaissance très minimale au niveau du registre des lobbyistes et commissaires aux lobbyistes. Vous disiez, mettons dans le cadre d'un regroupement comme nous autres, qui regroupe des membres qui sont des groupes de base. Quand on demande une inscription au registre des lobbyistes, est-ce que c'est en son nom personnel ou c'est en son nom d'organisation? Où les deux peuvent s'inscrire. Parce que quand on se présente sur le CA d'une organisation, d'un regroupement comme nous autres, c'est en son nom c'est pas en son nom personnel, là, on représente une organisation. Ou est-ce qu'ils devraient s'inscrire en leur nom personnel? C'est là, je voudrais juste connaître la différence. Un peu des deux.
Parce OK. que, oui, c'est une personne qui va faire des interventions pour le compte d'une organisation. Donc, c'est les 2. C'est pour ça aussi que, c'est, énormément, de ça serait énormément de gestion de la part des personnes à la coordination, par exemple, des organisations, parce que il faut garder le suivi de qui fait quoi auprès de qui. Une des choses qui nous distingue, qui distingue des mouvements sociaux, du mouv des entreprises et des entreprises où généralement, il y a une seule personne qui communique avec les élus, c'est la personne à la présidence du CA ou la personne propriétaire de l'entreprise. Nous autres, là, c'est tous nos membres qui vont profiter de toutes les occasions, qui vont se présenter pour parler au nom de l'organisation, qui vont défendre l'organisation de manière spontanée ou pas, mais des ambassadeurs et des ambassadrices, là, partout, c'est vraiment tous les memberships, c'est ça. Et ça se gère pas. C'est ingérable, je dirais. Tant mieux. C'est ça, on veut pas gérer le monde non plus. Mais ça, c'est une différence qui montre aussi qu'est-ce qu'une association? Qu'est-ce qu'une versus une compagnie? Heu, une et je vous rappelle que l'État a non seulement la responsabilité bon, au revoir, a non seulement la responsabilité de, promouvoir la liberté d'association, mais aussi la responsabilité de ne pas l'entraver. Et là, ce serait une entrave. Et c'est la même phrase, hein, pour tous les droits à recycler. Le droit à la santé, tous les droits. Merci. No Noémie? Ouais, je m'excuse, c'est encore moi. Je me disais finalement, le message qu'on aimerait que nos membres aient, c'est je ne suis pas un lobbyiste ou c'est mon regroupement n'est pas un lobbyiste. Ah, ça va être les 2, hein. Les Oui, deux. Jacinthe vient de dire les 2. Oui, oui. Je ne suis pas, mais je ne suis pas moi, mais je pense qu'on va beaucoup mettre en valeur le nom de l'organisation parce que on veut pas, c'est pas une campagne où on veut que les personnes disent moi, Noémie, je ne suis pas, Mm. mais ça pourrait être moi, Noémie, je travaille pour, et ni moi ni l'organisation ne sont. Je ne sais pas. On vous le dit là, c'est notre brouillon qu'on vous présente. Heu et pourquoi on n'est pas des lobbyistes? À cause de qui on est, de ce qui nous compose, le fait que nos membres avoir des membres, première chose et que nos membres, ben, ce ne sont pas des organisations à but lucratif. Ça fait une différence pour le règlement. C'est ça notre constitution. Puis qu'est-ce qu'on fait? Nos manières de faire ne sont pas celles du privé qui a des intérêts à but pécuniaire. Parce qu'on est des on est des on porte la parole de groupes derrière nous. On n'est jamais là pour défendre notre opinion personnelle, on la met de côté, notre opinion personnelle, lorsqu'on fait de la représentation, parce qu'on représente nos membres. Puis si on représente mal nos membres, ben, on se le fait dire et à raison. Mm. Si je peux me Marie? permettre d'ajouter rapidement, je m'excuse, là. Ce qui est aussi très parlant pour les groupes de base, c'est quand on parle voyons, quand on aborde ça sous l'aspect du rôle du citoyen. Justement, en se regroupant, c'est leur citoyenneté qu'ils mettent au service de la collectivité. C'est pas leur rôle c'est ça, là, de recherche de profit, plus capitaliste, si je peux dire, là. C'est vraiment tu sais, ce qu'on dit quand on se regroupe, par exemple, en tant qu'organisme jeunesse, ben, je le dirais pareil à mon député si je le croisais à l'épicerie, là. Mes intérêts pour le bien-être des jeunes sont là pareil que je sois assise en CA ou dans le file d'attente de l'épicerie. Fait que c'est un peu dans cette optique-là, dans le fond, que c'est peut-être plus facile à aborder avec les gens. Je sais pas. Je m'excuse. Marie-Joseph, ça, c'est bien. Le CEP, on est un groupe de base, ça fait que c'est effectivement nos membres, ce qu'elles voient surtout, c'est qu'il y a une disjonction entre la politique de soutien à l'action communautaire autonome Mhm. qui est là et ce que les ministères en font. Nous, ça fait 2 fois que le ministère de la Famille nous dit qu'on ne correspond pas aux critères, fait que notre financement est toujours en jeu. Mhm. On a demandé le transfert, mais on attend, ça ne devrait pas se faire avant 2026-2027.
Ça fait qu'on est vraiment dans la chose. Fait que oui, à ce moment-là, c'est une occasion de plus pour sensibiliser les membres, mais aussi pour le CA, c'est quelque chose de compliqué à ce moment-là. Et le registre des entreprises ne nous aide pas avec la demande maintenant d'avoir la carte, la divulgation de l'adresse personnelle, puis même dans les conventions avec le ministère de la Famille maintenant, c'est la présidente qui doit signer tout le temps. C'est même plus la coordonnatrice ou la directrice générale qui peut signer. Et c'est son numéro de téléphone puis son adresse personnelle qui est demandée, là. Courriel, son adresse courriel qui est demandée. Ça fait que c'est de plus en plus, on a même dans le système qui est supposé financer correctement les organismes à critiquer le gouvernement. C'est ça le soutien à la mission. Même dans les pratiques, on voit de plus en plus que on s'accorde quasiment avec le commissaire au lobby de dire, bon, on va temporiser ça et tout ça. Puis là, je m'en vais loin, là, c'est pas tout à fait la même affaire, mais ça y participe. Là, maintenant, au niveau du fédéral, on a, de toute façon, si on est un organisme de charité, autant au Québec qu'au fédéral, on doit mettre qu'est-ce qu'on a fait comme politique, comme influence aux politiques. Fait que c'est déjà là. Mais la GRC, en particulier pour la communauté chinoise, a mis en branle des choses qui font en sorte que l'autonomie, le financement est complètement mis à mal. Et ça fait que ça participe de toute cette vision-là de nous rassembler dans des forces obscures. Puis c'est pas ça, je veux dire, on a des redditions de comptes bien claires qui se multiplient, tout ça. Fait que voilà mon petit rant pour aujourd'hui. Et puis, on se revoit peut-être, ça va peut-être être quelqu'un d'autre parce que je laisse la coordination. Ça fait puis on a une chargée de projet pour plus ce genre de choses-là. Ça fait que si je ne vous vois pas au mois d'août, merci beaucoup pour cette campagne-là. Ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer tout ce monde-là. Merci. Je vous présente avant un document dont je vous ai parlé, mais juste pour que vous sachiez que ce que vous allez recevoir, c'est ce document-ci qui vient du commissaire, mais avec mon surlignement pour montrer les dérapages de vocabulaire du registre, du commissaire qui parle de droit à la transparence. Ça n'existe pas, le droit à la transparence. La culture de transparence, d'accord, mais le droit à la transparence, ça n'existe pas. C'est sa manière de réagir à nous, je crois bien. Autre élément au centre, le lobbyisme, d'après le commissaire, c'est toute communication faite auprès d'un titulaire de charge publique en vue d'influencer une décision publique visée au niveau parlementaire, gouvernemental ou municipal. C'est faux. Il y a un règlement qui exclut beaucoup de monde. Il y a des articles qui excluent beaucoup de façons de communiquer. Alors ça, c'est impressionnant quand même de diffuser, et c'est pas le seul document où le commissaire dit. Alors, il faut tenir ça en compte dans nos actions et nos arguments, de contrer la manière dont, entre autres, cette manière-là, du commissaire je dirais, de tourner les coins ronds. Jacinthe, Oui, on va conclure là-dessus? yes, je pense que j'ai une belle chute pour la fin. Quand on écoute le commissaire au lobbyiste, c'est M. Routier en ce moment qui occupe ce poste, on se rappelle que ce n'est pas une personne élue, premièrement, on emmène large, cette personne, mais c'est surtout, voyons, quand elle parle de justement ces visées avec ces tentatives de faire rouvrir la loi auprès du gouvernement, lui, il dit que son rôle en tant que commissaire, c'est de promouvoir le lobbyisme et la saine image du lobbyisme. Dans le fond, là, il veut que la population trouve ça cool, le lobbyisme et les lobbyistes. Donc, c'est sûr que de nous intégrer les 4500 groupes d'ACA et là, j'oublie le chiffre, là, combien de milliers d'OSBL au Québec, c'est Dizaines, sûr que oui. ça va faire une belle grosse piscine où les vrais lobbyistes qu'on cherche à encadrer seront perdus dans la foule. Fait que pour eux, c'est tout à leur avantage et tout au désavantage des citoyens et citoyennes qui veulent juste jouer leur rôle, dans le fond. Fait que, comme on voit là, comment il lâchera pas le morceau, puis pourquoi il lâchera pas le morceau.
Fait que ça vaut la peine de réagir aussi vigoureusement qu'il essaie de nous ramasser dans son panier. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. On a hâte de vous envoyer les vraies affaires. Là, on vous a présenté nos brouillons, des ébauches, des aperçus, parce qu'on souhaitait quand même prendre un petit peu d'avance sur l'automne, pour pas que ce soit une découverte tout à coup à l'automne. Mais c'est sûr que ça peut aller vite à l'automne parce que si on veut pouvoir si on veut se préparer au cas où il y a un dépôt de projet de loi, genre en décembre, ben, il faut qu'on ait ramassé nos adhésions, qu'on ait fait notre effet, débuter de faire un effet de visibilité avec les affichettes, avec les affiches, et les affichettes et les affiches n'ont pas de durée finale, là. On commence, et l'objectif, c'est que ça circule pendant longtemps aussi longtemps qu'on en aura besoin. Puis, donc, c'est à l'automne que vous aurez là, du concret à vous mettre au début, à la rentrée, que vous aurez du concret à vous mettre sous la table. Merci. En J'allais juste dire, vous allez recevoir demain l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui avec tous les documents qu'on vous a présentés, excusez. N'hésitez pas à partager tout ça justement à vos collègues, vos amis, alliés, partenaires. Comme je vous ai dit, hein, on est toutes et tous concernés par le lobbyisme. Fait que même si on n'est pas dans un organisme, ça vaut la peine d'en jaser. Fait que c'est pas très glamour autour d'une sangria cet été sur une terrasse, mais c'est important. Il y a une drôle de posture, ce commissaire-là. C'est Ben, sûr. pas lui seulement, l'institution a une drôle de posture. De rendre l'obéisme socialement acceptable. On dit Puis pas en que ce c'est des moment, il mauvaises s'adresse personnes, mais on dit qu'on n'est pas pareil. Puis en ce moment, le commissaire s'adresse à M. Roberge, qui semble aimer mettre son nom sur plusieurs projets de loi. C'est pour ça on est profondément inquiète. Merci Merci. beaucoup, tout le monde. Bon été si on se revoit pas dans des assemblées ou quelques événements. Bonne journée à vous. Merci. Merci, bonne journée. Bye Bye bye. bye.